La discrétion du spectateur est fortement conseillée avant de procéder. Ce qui suit n'est pas une fiction. Il s'agit du témoignage textuel devant un tribunal fédéral lors du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par presse du centre-ville. Tout a commencé par ce qui semblait n'être qu'une simple note logistique de routine banale, négligée, sans intérêt. Mais sous 12 couches de réponses par courriel se cachait une faille. Et cette faille s'est transformée en inondation. Pas de fuite. Pas de lanceur d'alerte. Pas de perquisition nocturne. Tout a commencé par une simple erreur, un courriel transféré à la mauvaise adresse. Il n'était censé atteindre personne en dehors d'un cercle restreint. Mais une fois révélé, rien n'a pu arrêter la suite. Lorsque le message a été projeté sur l'écran du tribunal, le mal était déjà fait. Le nom de Taylor Swift n'était pas censé être prononcé dans cette salle d'audience, et encore moins planer sur elle telle une ombre. Sa tournée Eras, largement saluée comme un phénomène culturel et musical, était désormais liée, par un terrible coup du sort, à quelque chose d'infiniment plus sombre. D'abord, les preuves sont arrivées, feuilles de calcul de repérage, entrées irrégulières en coulisses, fans introuvables. Sous les lumières éblouissantes des stades à guichets fermés et les TikTok viraux, une opération coordonnée que le public n'avait jamais imaginé s'est déroulée. Les procureurs ont allégué que la tournée Eras avait été utilisée non seulement comme un concert, mais aussi comme couverture. Comme appât. Comme piège. La salle d'audience s'est penchée. La galerie a retenu son souffle. Et puis, c'est arrivé, un nom que personne ne s'attendait à voir, brillant comme un feu sur l'écran. Un nom qui n'avait jamais été prévu pour être impliqué dans le procès. Un nom qui reliait la tournée méticuleusement organisée de Taylor Swift à une enquête fédérale sur le trafic, la surveillance et l'exploitation institutionnelle. La clé n'était ni une confession ni un enregistrement secret. Ce n'était même pas un dossier scellé. Pire encore, une discussion par courriel. Une note logistique apparemment banale intitulée « Avis VIP Nashville plus Tampa ». Les premiers messages étaient anodins, spécification de la scène, confirmation de salle, laissez-passer numérique. Un planning standard. Rien qui puisse surprendre. Mais 12 messages plus tard, une seule instruction surlignée en rouge a électrisé l'atmosphère. Envoyer les noms des scouts directement à la marque au même. Un silence instantané s'abattit sur la salle d'audience. L'accusation se figea au milieu de sa phrase. Le juge se pencha. La défense s'opposa, mais il était trop tard. Ce mémo avait déjà été versé au dossier sous la cote 42A. L'effet de surprise ne résidait pas dans le contenu du mémo, mais dans les sous-entendus de son expéditeur. Là, dans les plans opérationnels de la tournée pop la plus réussie de l'histoire moderne, se trouvait un lien direct avec Sean Diddy Combs. Aucune accusation. Aucune explication. Juste un lien. Un lien accablant. Le nom de Taylor Swift n'aurait jamais dû être associé à cette affaire. Pas à ses crimes. Mais il était là. Inscrit dans un schéma plus vaste. Une machine. Un système de distribution. Et ce n'était pas seulement son nom, c'était celui de ses fans. Sa tournée. Ses salles. Ses données. L'origine du courriel était assez anodine. Il provenait d'un compte Swift LLC, inactif depuis longtemps, réactivé accidentellement par un nouveau coordinateur des réseaux sociaux qui avait copié une adresse obsolète. Cette adresse était liée à des archives d'entreprises déjà citées à comparaître dans le cadre d'une enquête distincte, qui n'avait rien à voir avec Swift, mais tout à voir avec les sponsors de Diddy. C'est à ce moment-là que le gouvernement a saisi l'accès à la base de données des interactions des fans de l'Eras Tour. Et ce qu'ils ont découvert ensuite a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Un dossier caché. Discrètement étiqueté, synchronisation scout. À l'intérieur, une liste de noms signalés, recoupée avec des images, des arrêts de tournée et des annotations internes. C'était le premier signe de ce que les procureurs n'avaient entendu que vaguement, les crimes sont 10. Ce n'étaient pas des fans. C'étaient des cibles. Présélectionnées. Observées. Suivies. La tension monta dans la salle d'audience. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Diddy avait fait. Il s'agissait de savoir qui d'autres étaient impliqués et de l'ampleur de la tromperie. La première photo présentée par l'accusation semblait innocente, une adolescente devant le stade de Dallas, souriante, maquillée et vêtue d'une robe à paillettes. Seul détail inhabituel ? Un bracelet rouge mat au poignet, discret, non vendu au public et non inclus dans les forfaits VIP de Swift. Puis vinrent 5 autres photos.
5 autres filles. 5 villes différentes. Chacune portant le même bracelet rouge. Ce n'était pas un accessoire de mode. Ce n'étaient pas des souvenirs. Selon une analyste technique du FBI, ces bracelets contenaient des puces RFID passives, utilisées pour le suivi. Ce ne sont pas des accessoires de supporters, a-t-elle déclaré. Ce sont des dispositifs de surveillance discrets. Ils transmettent des données de localisation dans des lieux bondés, en silence. En d'autres termes, ces filles étaient traquées. Une mère a été appelée à témoigner. Sa fille de 19 ans avait gagné une loterie surprise sur Instagram pour un concert acoustique avant le concert. Une simple enveloppe est arrivée sans adresse de retour, sans logo ou juste un bracelet rouge et un lieu de participation. La jeune fille n'est jamais rentrée chez elle. Plus tard, des images la montraient se faufilant par une porte latérale ou une entrée réservée aux stagiaires. L'équipe de Swift n'avait aucune trace d'elle. Cette entrée menait à une zone non répertoriée sur la carte publique. Et de là, sa trace disparut. D'autres filles liées à des bracelets similaires ont été retrouvées répertoriées comme crew lors d'événements sans rapport avec la marque Didi. L'une d'elles était apparue lors d'un défilé de mode en 2022, elle était mineure, non rémunérée et avait été canalisée par une agence de mannequins aujourd'hui dissoute. L'accusation a révélé que cette agence partageait des canaux de paiement avec une société liée à Combe, appelée Relations Client Pulse. Ce n'était plus une coïncidence. Les bracelets rouges n'étaient pas un hasard. C'étaient des outils de sélection. Et un SMS interne confirmait l'horreur. Crimson 10 est verrouillé. Pas de resynchronisation. Uniquement le modèle push. SMS de groupe pour la deuxième nuit uniquement. La galerie était glaciale. Le tribunal savait ce que cela signifiait. Les filles ont été marquées. Choisies. Transférées. Et effacées. Et la tournée Eras n'était pas la cible. C'était le tapis roulant. Cette découverte ne vient pas d'un lanceur d'alerte. Elle provient d'une mallette pélican rouge et poussiéreuse, conservée dans un garde-meuble de Miami, loué sous un faux nom. À l'intérieur, un disque SSD étiqueté « Miami Night Sea peigne ». Présenté comme preuve sous la code 42B. À l'intérieur, des centaines de fichiers. Un dossier, synchronisation scout. À l'intérieur, des vidéos, des photos, des courriels et des rapports de terrain, chacun plus sombre que le précédent. Extrait 3. Le tribunal a entendu la transcription lue à haute voix. Et, c'est la confirmation. Les prélèvements Swift VIP sont corrects. Transférés à Shellist. La liste contient les initiales TS. Drapeau. Ne la touchez pas. Elle est en chaleur. Des halètements éclatèrent dans la pièce. Il n'accusait pas Taylor Swift d'être impliquée. Il s'évitait elle. La protégeant. Quelqu'un était intervenu. Quelqu'un d'assez puissant pour les faire reculer. Mais ses fans? Ils étaient une cible facile. Les documents décrivaient des opérations de week-end appelées « convergence des célébrités », des événements privés dans des demeures de luxe, programmés en même temps que de grands festivals et des cérémonies de remise de prix. Mai 2023. La tournée de Swift venait de passer par Miami. Le déploiement des éclaireurs était confirmé. Le témoin 12, un ancien entrepreneur en sécurité, a été appelé. Son travail, la logistique. Mais il décrivait plutôt le déplacement, et non la protection. Ils n'étaient pas surveillés, a-t-il dit. Ils étaient redirigés. Comment la tournée de Swift a-t-elle joué un rôle? Elle l'ignorait, a-t-il répondu. Mais ils l'ont utilisée. C'est une machine. Des milliers de personnes, un roulement constant, aucune question. La dernière pièce du puzzle, une villa à Star Island. La liste des invités du concert de Swift à Miami. Un nom ressortait, celui d'un assistant connu d'un membre de l'équipe de direction de Swift. Elle entra, mais Swift ne le fit pas. Je pense qu'ils espéraient quelle serait la nouvelle couverture, dit le témoin, le regard fixé devant lui. Elle avait ceci. Elle avait le bouclier. La salle d'audience ne se contentait plus de regarder Didi. Elle contemplait l'anatomie d'une machine, cachée à la vue de tous, derrière les projecteurs du stade et les publications sur les réseaux sociaux. Au 4e jour du procès, le chaos était devenu la norme. Bracelet rouge. Fille disparue. Des tonnes d'analyses numériques. Mais tout a basculé lorsqu'une mère a été appelée à la barre. Sa voix se brisa, non pas à cause de la peur,
mais parce qu'elle avait enfin été entendue. Sa fille, âgée de 20 ans, avait participé à une loterie à partir d'un compte Instagram vérifié, événement surprise rapide. Promu par un blogueur musical à la carte bleue, tout semblait réel. Inoffensif. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et c'est là, a conclu le procureur, le point essentiel. Ce ne sont pas les mensonges qui ont fait mal. C'était à quel point il était facile de les croire. L'annonce semblait anodine. Un spectacle acoustique en édition limitée. Sur invitation uniquement. Pas de billets, pas de vente, juste une simple invite en ligne, saisissez votre nom, identifiez un ami et patientez. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Une semaine plus tard, quelque chose arrivait par la poste. Pas de marque. Pas d'instruction. Pas de carte de bienvenue. Juste un bracelet rouge cramoisi et un créneau horaire imprimé sur un simple autocollant blanc. C'était énigmatique, discret, mais pour elle, c'était magique. Elle était aux anges. Elle croyait, avec tout l'espoir fou d'une vraie fan, que c'était le bon moment, un événement secret avec Taylor Swift, peut-être même une rencontre privée. L'heure indiquée était 2 heures avant le concert principal. Le lieu ? Une entrée discrète et anonyme près du stade de Dallas, marquée « Chargement privé ». Sa mère l'y conduisit, pleine d'enthousiasme et de curiosité. Ce fut la dernière fois qu'elle vit sa fille. À l'intérieur de la salle d'audience, un lourd silence emplissait l'air tandis que le procureur projetait la dernière image connue, des images de surveillance granuleuse montrant la jeune fille debout près d'un gros camion de chargement, agitant nerveusement la main avant de disparaître derrière une porte latérale. Un horodatage confirmait sa présence au point d'accès restreint. Mais aucune vidéo ne la filmait en train de partir. Elle n'a jamais été aperçue à l'intérieur de la salle de concert. Son téléphone n'a sonné qu'une fois après être entré. Puis, tout s'est éteint. La défense a rapidement argumenté, peut-être s'agissait-il d'une coïncidence, d'une anomalie regrettable. Mais vint ensuite le moment qui a tout changé, l'accusation a révélé le véritable tournant. Une deuxième image apparut. Une autre fille. Un autre bracelet rouge. Mais celle-ci n'était pas enregistrée comme fan, mais comme membre de l'équipe d'un événement de mode prestigieux organisé par Combe Global en 2022. Elle avait 19 ans, n'était pas rémunérée et était inscrite comme stagiaire dans une agence de mannequins fermée. Les registres financiers montraient que les paiements de l'agence étaient filtrés par une obscure société appelée Pulse Guest Relations. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de l'architecture. Un système. Un modèle. Les enquêteurs fédéraux ont remonté la piste de Pulse, une société d'événementiel discrète et sans bureau physique, jusqu'à une série de comptes tiers dédiés à l'engagement des fans. En apparence, il s'agissait de simples pages de cadeaux publicitaires, génériques, conviviales et gérées par les fans. En réalité, il s'agissait de leurs élaborés, conçus pour collecter des données, identifier des cibles VIP et délivrer des accréditations pour des événements fictifs. Puis l'accusation a lâché une autre bombe, un fil de texte interne tiré de l'une de ces pages. La salle d'audience a respiré tandis que l'écran affichait. Publier Crimson 10 uniquement sur la liste finale. Ne pas synchroniser avec la liste des produits dérivés. Acheminement direct vers Pulse. Confirmer que les VIP ont bien reçu l'invitation pour la deuxième nuit. Message de groupe uniquement. Pas de communications individuelles. Didi recherche des mannequins. Âge limite, Chapman 25 ans. Il ne s'agissait pas de fan culture, mais de trafic intentionnel, déguisé sous le glamour des paillettes et de la célébrité. Le 5e jour, la salle d'audience était encore sous le choc après des jours de témoignages, de fuites de mails et d'un silence glacial autour des disparitions de jeunes filles. Mais un nom est alors tombé, provoquant un choc visible dans la tribune de presse. Ariana Grande. Jusqu'à présent, le procès s'était concentré uniquement sur la tournée, Eras, de Taylor Swift, les bracelets rouges et un réseau clandestin agissant en coulisses. Ariana n'avait même pas participé à cette tournée, elle se trouvait alors sur une toute autre côte. Alors pourquoi son nom figurait-il sur la pièce 42FA ? La réponse est venue d'un nouveau témoin, un expert en criminalistique numérique d'une entreprise privée de cybersécurité. Il avait été engagé pour décoder les fichiers d'une société de marketing disparue, autrefois affiliée à Combe Global. Il a montré un document intitulé « Clause G-Guest Report cramoisi ». Que signifie cette clause, a demandé le procureur. L'analyste feuilleta les pages. C'est un protocole back-end caché, expliqua-t-il,
utilisé pour transférer des données de surveillance en direct d'un écosystème d'événements de célébrités à un autre, sans le consentement ni même la connaissance de l'artiste principal. Le juge marqua une pause, les sourcils levés. Vous dites à ce tribunal que l'événement d'Ariana Grande recevait des données de suivi en direct de la tournée de Taylor Swift? Oui, votre honneur. Les étiquettes RFID des bracelets rouges ont été transférées d'un système à l'autre. Ce qui a suivi était troublant. Le soi-disant crime dit et les filles identifiées par des bracelets rouges avaient été surveillées lors de plusieurs événements. Une autre photo a fait surface, 2 filles, déjà identifiées dans les journaux numériques de la tournée Swift, vues entrant dans un ascenseur privé lors du lancement du parfum Ariana à Miami. Ils n'ont jamais participé à la célébration publique. Leur nom figurait sur une liste restreinte d'invités, tenue par un service de sécurité privé affilié à Sean Diddy Combs. Le témoin suivant était discret, d'âge moyen, et portait l'uniforme d'un employé d'hôtel sur sa photo d'audience. Il avait travaillé comme concierge à l'hôtel Yale, où s'était déroulée la cérémonie d'Ariana. Après avoir vu les images de surveillance, il a étudié les visages des filles et a murmuré « Je m'en souviens. Elles n'étaient pas là pour la fête ». Invité à s'expliquer, il a ajouté « Ils avaient l'air effrayés. » Comme si on leur avait dit de venir, mais que personne ne leur avait expliqué pourquoi. Ariana était-elle présente? Oui. Elle était à l'étage, se produisant devant ses fans, ignorant complètement que dans un couloir en dessous, une autre opération avait pris racine. L'accusation s'est terminée par une diapositive, simple et effrayante. Modèle de transmission des célébrités, les talents de premier plan comme bouclier de visibilité. La théorie était aussi claire que dévastatrice, des artistes vedettes, leurs spectacles et leur système de sécurité étaient piratés. Non pas avec leur approbation, mais avec leur infrastructure. Utilisés comme de brillantes distractions, des transactions invisibles se déroulaient dans l'ombre. À cet instant, la salle d'audience ne voyait plus de noms célèbres. Elle voyait des pions, des façades involontaires de quelque chose de bien plus sombre. À la fin de la semaine, l'impact émotionnel commençait à se faire sentir. Il y avait eu des larmes, de l'incrédulité, de l'indignation. Mais personne n'était préparé à l'arrivée de l'homme qui allait ensuite entrer dans la salle d'audience. Il était modeste, en civil et portait un badge portant la mention « témoin protégé ». Il n'était pas une célébrité. Il n'avait ni gloire, ni fortune. Mais il avait Y suis allé. Danseur remplaçant de Taylor Swift. Affecté à la partie sud-est de la tournée, cette même région criblée de trous numériques, d'anomalies de bracelets et de noms disparus. Il est monté à la barre. Le juge lui a demandé gentiment « Êtes-vous prêt ?» Il hocha la tête. Puis prononça 5 mots qui bouleversèrent l'atmosphère en un instant. J'ai vu la mauvaise cassette. Il a décrit le moment avec précision. Après une répétition à Atlanta, il était allé en coulisses chercher une bouteille d'eau. La loge était fermée à clé, ce qui était étrange, mais pas inédit. Puis la porte s'ouvrit. Une femme en robe rouge en sortit sans badge ni cordon, secouée et silencieuse. « Ça va ?» lui avait-il demandé. Elle n'a rien dit. Lorsqu'il entra dans la pièce, ce qu'il vit n'était pas un briefing de tournée. Ce n'était pas des préparatifs de production. C'était quelque chose de complètement différent. Un rideau noir était suspendu à un trépied. Un faux fond d'interview se dressait devant une caméra clignotante. Une femme était assise, sanglotant doucement, entourée de 2 hommes en costume. Une table était posée sur des dossiers rouges, une bouteille d'eau gazeuse et un casque audio. Il se figea. Puis l'un des hommes se leva et dit calmement « Mauvaise loge. Celle-ci est privée. » Il s'est excusé et est parti. Des semaines plus tard, en naviguant sur Internet, il tomba sur une vidéo de l'enquête. Floue, déformée. Mais voilà, sa voix. Ça va? Ce moment. Ce couloir. Il avait été enregistré, à son insu. Et c'est là qu'il a compris. Il ne s'agissait pas seulement de filles traquées. Il s'agissait de tout le monde. Artistes. Personnel. Danseurs. Assistants. Tous, sans le savoir, pris au piège dans un labyrinthe de tromperie, de surveillance et de quelque chose de bien pire. L'accusation a conclu par une confirmation, le même dispositif rideau, dossier, trépied était apparu dans des chambres d'hôtel à Denver, Miami et Las Vegas. Toujours à proximité des événements de Swift. Toujours avec des filles au bracelet rouge.
toujours masqué derrière de fausses étiquettes de production. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un système. Et le monde commençait seulement à voir à quel point cela allait loin. Les métadonnées des images étaient rares, mais effrayantes, identifiant de la cassette, TSRW1. Taylor Swift. Témoin numéro 1 de la salle rouge. Et lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà revu la fille en robe rouge, le témoin a simplement secoué la tête. 2 semaines plus tard, sa caravane a pris feu. Ils l'ont remplacé sans cérémonie. Personne n'a même révélé son nom à l'équipe. À ce moment-là, la salle d'audience était déjà inondée d'une montagne de preuves numériques, courriels, téléphones jetables, journaux chiffrés, tous les outils familiers de la tromperie moderne. Mais ce qui suivit n'était pas numérique. Ce n'était ni codé, ni chiffré, ni hébergé sur un cloud. C'était d'une réalité déchirante. Humaine. Un collier. Enfermé dans un verre protecteur tel un objet de musée, le collier a fait sensation dans la salle. Argenté, délicat, en forme de cassette audio rétro. Il était suspendu à une fine chaîne. Non vendu comme marchandise. Pas une nouveauté Etsy. Cette cassette était authentique. Et au plus inquiétant encore, elle fonctionnait. À l'intérieur du pendentif se trouvait un enregistrement vocal. 16 secondes seulement. La voix était celle d'une jeune femme, essoufflée, tremblante, son murmure entrecoupé de parasites. Il a dit que j'avais de la chance d'être plus jolie en vrai. Un instant. Il y a quelqu'un derrière le miroir. Je l'ai vu bouger. Puis le silence. Un seul clic. L'enregistrement s'est terminé. La jeune fille qui portait ce collier figurait autrefois sur la liste d'Eddie Crimson. Elle avait séjourné dans un hôtel-boutique de Nashville le 6 mai 2023, le soir même où Taylor Swift avait illuminé la ville avec sa tournée Eras. Mais elle n'avait jamais pu assister au concert. Sa chambre d'hôtel, étrangement impeccable, ne portait aucune trace de lutte. Un seul indice subsistait, le collier cassette laissé sur le rebord de la fenêtre, illuminant la lumière du matin comme un avertissement abandonné. Ce que les enquêteurs découvrirent ensuite ébranla même les plus aguerris. Le pendentif n'était pas seulement un enregistreur. C'était aussi une clé. La cassette intégrée contenait un rare système de code temporel, autrefois utilisé dans les serrures biométriques, une technologie aujourd'hui obsolète, mais traçable. Ce cadenas était autrefois enregistré au nom d'une résidence privée appartenant à un certain Chacombe. Que la jeune fille sache ou non ce qu'elle transportait, le collier donnait accès à quelque chose de caché. Les images de surveillance de cet hôtel auraient dû répondre à davantage de questions. Au lieu de cela, elles en ont soulevé de nouvelles. 90 minutes de vidéo manquaient inexplicablement aux caméras du 3e étage. 2 femmes de ménage ont signalé une étrange odeur chimique près de la chambre 312 le lendemain matin. Aucun rapport n'a été déposé. L'incident a été classé comme une simple affaire de plomberie. Mais des mois plus tard, lorsque l'affaire a été rouverte, il n'avait plus l'air banal. La dernière personne à l'avoir vue vivante était un portier. Elle était sortie brièvement et avait dit quelque chose d'étrange, dit à ma mère que j'ai vu sa chanson préférée en concert. Mais les enregistrements prouvaient qu'elle n'était même pas entrée dans la salle. Plus tard dans la nuit, une femme de ménage qui nettoyait la chambre trouva quelque chose sous le lit, une enveloppe en velours rouge. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, un billet de concert, un bracelet neuf et un mot déchiré, griffonné d'une écriture tremblante, « J'ai gagné quelque chose pour lequel je ne m'étais pas engagé ». Cette phrase allait bientôt prendre une signification obsédante. L'accusation a attribué l'incident à une mystérieuse campagne liée à ERA Surprise Sélection ou une initiative sur invitation uniquement, promue par des messages privés discrets et des courriels non répertoriés. Des assignations à comparaître fédérales ont révélé que le financement de la campagne provenait d'une société obscure appelée Combe Experience Group, dissoute quelques semaines avant le concert. Il ne faisait pas de cadeaux, mais orchestrait des enlèvements. Le collier n'était pas un souvenir. C'était un déclencheur. Et la fille qui le portait avait peut-être découvert plus que prévu. Ou pire, elle avait servi d'appât à quelqu'un d'autre. La plupart des révélations judiciaires se présentent sous la forme de témoignages, d'images ou de données extraites de serveurs. Mais la pièce à conviction numéro 8 provient d'un endroit plus discret. Plus étrange, une page de fans de Taylor Swift. Cela s'appelait Swift Codé, un compte modeste, avec seulement 15 000 abonnés, consacré au décryptage des paroles, aux spéculations sur les easter eggs et au partage des théories des fans. Rien de sinistre en apparence. Mais l'accusation ne s'intéressait pas au contenu, mais au timing.
Un mois avant le concert de Nashville, le compte a publié une photo floue d'une enveloppe rouge avec la légende « Elle n'est pas prête pour ce qui va arriver ». Le rouge n'était plus seulement une couleur. 3 jours avant l'apparition du premier TikTok d'une fille portant un bracelet rouge, la page publiait « Tous les VIP ne sont pas faits pour revenir. Certains sont simplement faits pour être vus ». Et juste une semaine avant que le collier à cassette ne fasse surface, SwiftCoded a publié une image d'un emoji de cassette avec une légende effrayante « Tu as gagné, mais tu ne sais pas encore quoi ». Au départ, les enquêteurs ont mis cela sur le compte d'une coïncidence. Mais les journaux du serveur ont révélé une histoire plus sombre. Le compte n'était pas géré par des fans. Il était géré depuis un serveur interne autrefois lié à Pulse Events. Pulse, la même entreprise qui n'a jamais répondu aux demandes de renseignements juridiques. La même Pulse qui gérait l'inscription VIP en coulisses. La même Pulse qui n'existe plus. SwiftCoded n'était pas un blog amateur. C'était un fil d'Ariane. Une plateforme de communication codée déguisée en fandom. Un tableau d'affichage caché à la vue de tous. Son dernier message, daté du 1er juin 2023, disait « Quand la musique s'arrête, n'applaudissez pas, courez ». Quelques heures plus tard, le compte est devenu privé. Puis il a disparu. Les agents du FBI l'ont décrit comme le détail le plus effrayant de l'affaire, non seulement pour sa précision étrange, mais aussi pour ce qu'il impliquait, quelqu'un a tenté d'avertir les victimes. Mais jamais directement. Seulement par énigme. Seulement par code. La dernière pièce à conviction de l'accusation dans cette séquence n'était pas numérique. C'était de la cendre. Récupérée d'un incendie de poubelle près d'une propriété privée à Brentwood, en Californie, c'était un morceau de papier cartonné, noirci et cassant sur les bords, mais encore lisible. C'était une invitation. Finale C10. Débarquement à Nashville. Au verso, écrit à l'encre noire, se trouvait une phrase « Je savais que tu entrais tout mais, et si ». Il n'avait pas été envoyé à Taylor Swift. Il ne figurait pas dans ses dossiers de gestion. Il était adressé directement à SwiftCoded. Aucun soupir n'a retenti dans la salle d'audience. Le silence était suffisant. Au dernier jour du procès, personne ne s'attendait à une surprise. Mais l'accusation détenait un dernier élément, une vidéo. Aucun son. Aucun signal audio. Juste la réalité brute, sans filtre. L'écran s'illumina d'images de la tournée Nashville Eras. Prise par les fans, euphorique, feu d'artifice, foule en délire, téléphone levé haut. Mais en haut à droite de l'écran, une silhouette se détachait. Une fille en robe rouge. Elle ne chantait pas. Elle n'applaudissait pas. Elle ne filmait pas. Elle s'éloignait de la scène, lentement, d'un pas assuré, vers la sortie. Son bracelet rouge mat reflétait la lumière un bref instant. Puis elle disparut. Un arrêt sur image. Un zoom. Son visage correspondait à celui de l'un d'Eddie Crimson. Une fille qui n'avait pas posté depuis août 2023. Un nom marqué, inscrit, dans Backstage Record, mais qui ne s'était jamais déconnecté. Le clip n'était ni sanglant ni théâtral. Il était pire. C'était calme. C'était vrai. Elle avait cru avoir gagné quelque chose, une récompense unique dans sa vie. Et peut-être, d'une manière tordue, l'avait-elle fait. Elle avait gagné le droit de disparaître sans laisser de traces. La salle d'audience est restée immobile. Le juge s'est allongé sur sa chaise. Aucune objection. Aucune motion. Aucune question. Parce que pourrait-on dire? Derrière l'éclat d'une tournée à $1 milliard, derrière la magie pop et la joie organisée, se cachait une autre réalité. Un système de l'ombre. Un mécanisme caché. Et si l'Eras Tour était le bouclier? Le monde s'est retrouvé à se demander, qui était l'épée?